Vous écoutez RCJ Midi et exceptionnellement le jeudi, donc place à lire la politique avec Luce Perrault qui reçoit Paulette Decrène, la secrétaire de François Mitterrand. À vous, Luce. Merci Rudy. Oui, il y a 25 ans, dans la nuit du 7 janvier au 8 janvier 1996, disparaissait François Mitterrand avec Charles de Gaulle. Il a été l'un des présidents les plus plébiscités par les Français, qui lui réserve encore une place à part dans les études d'opinion. Paulette Decrène, vous vous souvenez de cette nuit où dès 5 heures du matin, les Français venaient déposer une rose devant la porte de l'appartement où François Mitterrand vivait jusqu'à la fin de ses jours? Oui, c'était très émouvant, presque inattendu. On n'arrivait pas à... D'abord, on savait bien que François Mitterrand était malade, qu'il était tout à fait en fin de vie. Mais bon, c'est toujours une surprise d'apprendre la mort de quelqu'un qu'on connaît et qu'on aime. Et que les Français soient venus si vite, c'était quand même assez étonnant. Dès qu'ils ont su la nouvelle, avant d'aller travailler, ils ont acheté une rose. Ils se sont procuré une rose, on ne sait pas comment. Mais il y avait une rose et les roses s'amoncelaient tout au long de la journée. Comment avez-vous rencontré François Mitterrand, Paulette Decrène? Moi, je l'ai rencontré, j'étais une gamine de 8 ans. Vous aviez 8 ans? Oui. Il était... c'était un ami... En fait, vous n'avez pas rencontré François Mitterrand. Vous avez rencontré... J'ai rencontré François Morland. Voilà, François Morland, oui. Le nom de François Mitterrand dans la Résistance. Oui. Mon père avait été... soldat et prisonnier en même temps que lui, et quand il s'est évadé, quand il est sorti d'Allemagne, bon, il est allé voir certains de ses amis et il est venu voir mon père. Et moi, il m'a dit, va dire à ton père que François Morland est là. Et bon, je me suis acquitté de la commission. et mon père qui était professeur de mathématiques était en train de donner une leçon particulière, ce qui n'a pas duré. L'élève est parti et mon père a donc accueilli François Morland. Il est resté passer la nuit chez vous? Oui, il est resté passer la nuit à la maison. Il se cachait déjà à l'époque? Oui, c'était pas encore complètement on n'avait pas encore réalisé à Vichy encore qu'il était résistant. Ouais. Et Vichy était une façade pour cacher sa résistance. Oui, quand on a 26 ans et que on n'a pas encore travaillé, son premier travail, si je puis dire, ça a été de partir à la guerre. Et où était la France quand il s'est évadé? La France était à Vichy et il savait pas à quel point c'était pas ce qu'il imaginait, quoi. Oui. Ce qu'il souhaitait. Il a réalisé. Oui, il est resté combien de temps? Il est resté une petite année à Vichy. Le temps de monter son réseau de résistance et d'infiltrer à l'intérieur même des gens partisans, des gens de Vichy, des relais importants pour pouvoir bien organiser son réseau. Et notamment Pinault. Et profiter d'informations privilégiées. Privilégiées, oui. Alors, ensuite, la fin de la guerre, comment avez-vous retrouvé François Mitterrand? De 8 ans, vous êtes passé à quel âge pour le retrouver? Je peux pas dire. François Mitterrand a eu un ami, un seul, c'est Georges Dayan. Et puis, il avait des cercles privilégiés. Et mon père faisait partie d'un de ces cercles privilégiés. Il se tutoyait d'ailleurs, c'est ce qui était assez rare. Et moi, j'ai vu François Mitterrand passer un certain nombre de fois à la maison. Bon, et puis je l'ai vu
très peu de temps après son mariage, il est passé à dîner à la maison avec Daniel. Et puis, Daniel m'avait dit, moi, j'allais arriver comme étudiante à Paris, et Daniel m'avait dit, mais vous venez dîner quand vous voulez. Alors évidemment, c'est le genre de choses qu'on entend, mais moi, j'étais tellement intimidée que je n'osais pas répondre à cette invitation. Bon, puis j'ai revu François Mitterrand, j'ai commencé à travailler, j'étais dans un endroit qui me plaisait pas tellement, et les hasards de la vie font qu'un jour, le secrétaire général de l'UDSR dit à mon père, je cherche quelqu'un pour le secrétariat administratif de l'UDSR. Et comme mon père savait que j'étais pas ravi du travail que je faisais, il a dit, écoute, peut-être que ma fille sera intéressée. Et c'est comme ça que je suis arrivé 21 rue du Bon-Tabor à l'UDSR. Donc, 27 ans, vous avez accompagné François Mitterrand de l'UDSR en 1955, c'est ça? Je suis arrivé je suis arrivé à l'UDSR en même temps que Louis Mermaz. C'était en 1954. 54. Oui, c'est l'année où François Mitterrand... Je n'étais pas loin. est devenu... Mendes France a été président du Conseil, où François Mitterrand était ministre de l'Intérieur. Ouais. Et la rue du Mont-Tabor n'était pas très loin de la place Beauvau. La géographie comptait beaucoup également dans les lieux où François Mitterrand a installé ce qui est devenu le PS, ce qui a d'abord été il y avait d'abord la vieille SFIO cité Malesherbes. La vieille maison, comme on disait. La vieille maison, comme on disait, qui paraît-il, d'après les bruits qui courent, va redevenir la maison du PS. Oui. Cité Malesherbes dans le 9e. C'est ce que j'ai entendu dire. Voilà. Et moi, ça me ravit parce que comme j'habite à côté, ce sera plus facile que d'aller à Ivry. Oui. Alors, il y a eu l'UDSR, il y a eu, vous avez vécu toute l'histoire de la Convention, des institutions républicaines, la construction du PS. J'ai vécu... j'ai travaillé jusqu'en 57 à l'UDSR. Puis là, j'ai eu des enfants. Je me suis marié, j'ai eu deux fils. Et puis, je me suis arrêté de travailler. Et je suis revenu travailler avec François Mitterrand. Je suis revenu pour la campagne électorale de 1965. C'était important, c'était contre De Gaulle. Oui, alors j'ai des souvenirs très vifs de cette période. Je me souviens notamment de la veille du premier tour, où on avait tout rangé, jeté les papiers, les buvards, on avait tout jeté. Pensant qu'il serait éliminé. On pensait qu'il serait éliminé au premier tour. Et puis, le soir du premier tour, on était tous au cercle républicain et De Gaulle mis en ballottage. Ça, c'était assez étonnant. C'était un exploit à l'époque. Oui. Alors, on est retourné rue du Louvre et on a ressorti des papiers et on a travaillé jusqu'au deuxième tour. Bon, le deuxième tour, on savait bien que c'était pas possible, quoi. C'était pas encore possible. Mais c'était quand même une marche franchie très haute. Très haute à l'époque. Et pour François Mitterrand, c'était très important. Bon, alors après, il y a eu... moi, je suis reparti. Après les élections législatives, après les de 67, j'ai continué à travailler un peu avec Louis Mermaz. Qui a préfacé votre livre. Oui, Louis Mermaz, qui était député de l'Isère. Bon, j'ai travaillé un peu avec lui, et puis... Louis Mermaz, qui a été le premier président de l'Assemblée nationale en 1981, après la victoire de François Mitterrand. Oui, alors là, moi je me suis beaucoup occupé d'une revue d'études politiques africaines avec mon mari, qui était chargé de la rubrique Afrique noire au monde. Et l'Afrique, ça comptait aussi pour François Mitterrand. François Mitterrand, ça comptait beaucoup parce qu'il avait été ministre de la France d'Outre-mer et il avait découvert l'Afrique. Et il avait rencontré tous les gens importants. Et il avait arraché, si je puis dire, l'UDSR au Parti communiste.
le RDA, pardon, le Rassemblement démocratique africain, au Parti communiste pour l'amener à l'UDSR. Si bien qu'il y avait un groupe charnière à l'Assemblée nationale qui s'appelait l'UDSR-RDA et qui avait toujours des ministres, quel que soit le gouvernement. Quel que soit le gouvernement, Oui. absolument. Alors, après, ça a été le PS. D'abord, place du Palais Bourbon. Après, rue de Solferino. Oui, rue de Et Sol- puis, mai 81, l'Élysée. Oui. Alors, vous racontez très drôlement cette campagne de mai 81, l'arrivée de Jacques Séguéla, le brainstorming, il y a là tout le monde, puis vous dites, bon, la force tranquille, finalement, c'est le slogan qui a été retenu, mais on peut en attribuer aussi la paternité autant à Jacques Lang qu'à Jacques Séguéla. Oui, Vous oui. étiez là. Moi, Voilà une révélation. Oui, moi je pense, oui. C'était l'affiche qui a été choisie, c'était très apaisant. C'était très apaisant, oui. Et- Ça a été une campagne très active, très dense. tout de très même. dense, mais pas brutale, jamais brutale. Et vous pensez, vous confirmez dans vos mémoires que Jacques Chirac, en n'appelant pas à voter Giscard d'Estaing, a aidé à l'élection de François Mitterrand en 81. En 81, oui. Mais en 74, quand même, on espérait en 74. Et Oui. Moi, je me souviens que François Mitterrand avait dîné chez moi avec Jacques Fauvet. Et Jacques Fauvet lui a dit... Jacques Fauvet était le directeur du Monde de était l'époque. directeur du Monde. Et Jacques Fauvet avait dit à François Mitterrand, Pompidou est très malade, et les élections vont avoir lieu bientôt, et vous ne serez pas prêt. Il vous manquera Un an de préparation. 300, il vous manquera à peu près 300 000 voix. Et Fauvet était parti, François Mitterrand nous avait dit, Fauvet se trompe, Pompidou n'est pas aussi malade qu'il le dit. Et moi, au mois de septembre, à l'automne, j'aurai mes 250 000 voix. Et en fait, Pompidou est mort dans la nuit du 31 mars au 1er avril ou le 1er avril. En avril. En avril, moi, je sais qu'on l'a appris. 74. J'étais avec mon mari, j'étais à Turin à ce moment-là. Et je l'ai appris dans une galerie à Turin. Et bon. Et 74, oui, effectivement, il a manqué les 250. Giscard a eu 500 000 voix de plus que François Mitterrand. Voilà. C'était pas encore pour cette fois, mais la force Oh, mais tranquille enfin, a commencé à s'installer. Oui, non, Alors, mai 81, l'installation à l'Élysée, comment l'avez-vous vécu? on Ça a allait de soi pour vous. moi, je vais vous dire, pour moi, on traversait la Seine, quoi. C'était aussi simple que On ça. a changé de rive, on est passé de la rive gauche à la rive droite. Et vous, Paulette, quels étaient les rapports avec François Mitterrand quand il est arrivé? D'abord, il a commencé par organiser un grand déjeuner après la passation de pouvoir. Oui. Alors, quels étaient ceux qu'il avait choisis? Sur quels critères pour ce déjeuner? Il y avait les amis tout proches, il y avait la famille. Oui, Il y avait hélas plus Georges Dayan pour l'accompagner. hélas. Mais il a gardé Irène Dayan et sa fille C'est Paul, sa fille, Paul, oui. à l'Élysée. Oui. Mais parce que c'était très important pour lui, Georges Dayan. C'était son... C'était presque, c'était plus qu'un frère, enfin, c'était... Georges Dayan savait tout sur François Mitterrand. Ouais, il était... Puis Georges Dayan, en plus, c'était un excellent... quelquefois, on n'osait pas dire des choses à François Mitterrand. Hein. Il y avait certaines choses dont on n'osait pas parler avec lui. Moi, je sais que j'allais voir Georges Dayan, je lui dis, voilà, Georges, est-ce que vous pouvez dire Au président que... Et c'était lui qui me servait de go-between, si je puis dire. Et il était le seul à avoir cette intimité avec François Mitterrand. Oui. Les autres n'étaient que des cercles. C'était des relations privilégiées. Voilà. Alors, il y avait les anciens Il y prisonniers. avait certains qui l'appelaient François. Oui, et il y puis avait ceux d'autres. qui l'appelaient- oui, il y avait les anciens prisonniers, il y avait les premiers personnes qui s'étaient battues avec lui politiquement, quoi, Qu'il avait accompagné. Oui, qu'il avait accompagné. Ceux qu'on Et appelait puis- les conventionnels, c'est ça? Oui, En gros. oui, en gros. Et puis, il y avait les anciens camarades de collège, et puis il y avait les Charentais, il y avait les Morvandiaux, enfin, c'était... je vous dis, c'était des cercles
privilégiés et qui ne se croisaient pas obligatoirement. Les hommes qui entouraient François Mitterrand dès 81, on reste abasourdi quand même par la stature, le talent. Ah oui, c'était solide. Il y avait Pierre Mauroy à Matignon. Ah oui, Pierre Mauroy qui connaît. Et c'était Pierre Mauroy. Il y avait Gaston Defferre. Il y avait une femme dont. Il y avait Louis Mermaz à l'Assemblée nationale. Oui, il y avait Louis Mermaz à l'Assemblée nationale. Une femme dont on n'a pas assez parlé, mais qui était extraordinaire, c'était Nicole Questiot. Badinter. À la justice. Il y avait Badinter. Il y avait Chesson aux affaires étrangères, qui était quelqu'un de très solide. Hein. On a dit, je trouve qu'on ne lui a pas assez rendu justice. Il y avait au travail là les il y avait lois quand même Jox. Il y a eu les lois Auroux. Ben oui, il y avait Jox. Oui. Il y avait Jox qui dirigeait mais avant d'être le patron du groupe à l'Assemblée parlementaire, il a été ministre de l'Industrie. Ah oui, c'est vrai. Il y avait Chevènement et l'alliance avec le CRS. Oui. Oui. C'était quand même d'énormes figures. Ah oui. On rêve devant un tel tableau. Non, mais c'est surtout des gens qui connaissaient parfaitement, qui connaissaient la France. Qui aimaient la France. Mauroy, quand il arrivait à Lille le samedi, il savait tout ce qui s'était passé dans sa ville. De faire... Marseille, c'était vraiment sa ville. Oui, les gens qui étaient autour de François Mitterrand en 81 connaissaient parfaitement la France. Alors, il y a quelque chose dont on a toujours parlé, mais vous le racontez d'une manière formidable. Vous décrivez une scène qui illustre le rapport de François Mitterrand à la langue française, à la culture. D'abord, les ordinateurs, même à la fin, il n'a jamais voulu savoir que ça existait. Et un jour que vous tapiez un discours... Chaque fois qu'on tapait des discours, il venait voir où ça en était, et puis il retirait les pages de la machine à écrire, hein, et il emportait. C'était fini ou c'était pas fini. Voilà. Et ça, que ce soit dans la journée ou dans la soirée, parce que très souvent, les discours, c'était dans la soirée. Et il raturait, il mettait ses notes en marge. Oui. Toujours à l'encre bleue. Toujours à l'encre bleue. Alors, il détestait les ordinateurs, mais... ça a été un président très moderne avec ses grands travaux, tout de même. Oui, la pyramide, les colonnes de Buren, la Grande Arche, pour ne parler, la Bibliothèque de France. Oui. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il a reconfiguré Paris avec des monuments qui se répondent en plus. Oui. C'était très important pour lui. Je pense que ça avait oui, je suis sûr que ça avait beaucoup d'importance pour lui. Il y a consacré beaucoup de temps. Oui, il a consacré beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Il a essayé il n'a pas toujours eu les meilleurs, mais il y en a un auquel il tenait énormément. C'était Paye. Oui. Et c'est curieux parce que moi j'ai connu aux États-Unis des amis de Paye, qu'on appelait IMP, et qui lui-même avait été très impressionné par François Mitterrand. Mais oui, c'était... En plus, il y allait vraiment sur les chantiers. Il ne se contentait pas de dire je choisis la maquette et puis que ça roule. Certains soirs, il s'en allait comme ça, quoi, pour voir où ça en était. Homme, on n'imagine plus que ça puisse exister. Mais c'était quand même le président de la République qui s'échappait de temps en temps de l'Élysée. Il faisait les bouquinistes. Oui. Il allait chez Corty voir les belles éditions, le grand libraire. Oui, mais il allait chez Clavreuil, au Saint-André-des-Arts. Il allait à la bûcherie prendre un thé. Oui, moi j'avais un ami qui vendait qui était libraire, mais qui vendait pas particulièrement des choses qui l'intéressaient, mais c'était René Vigneron aux Argonautes, il vendait surtout c'était surtout des envois, des lettres manuscrites et tout. Mais il faisait partie du circuit. Mais... Entre la rue de Bièvre et l'Assemblée, il avait des étapes comme ça. Alors,
Dans tous les grands discours de François Mitterrand que vous avez tapés, quel est celui qui vous a le plus touché, dont vous gardez encore chaque mot en mémoire? Je peux vous dire que moi, celui qui m'a fait passer une nuit entière, c'est celui qu'il a fait au Sénat américain, quand il était en voyage officiel aux États-Unis. Et alors, aux États-Unis, on n'aimait pas spécialement François Mitterrand. Ah non, avec des moi, ministres communistes au gouvernement. Et moi, j'ai vu le Sénat debout applaudir François Mitterrand. Vous étiez fier? Ah, tu étais très fier, oui. Malgré la nuit blanche? Oui, non, mais ça, c'est les nuits blanches. Il y a quelque chose aussi que les gens ont un peu oublié, c'est le rapport privilégié que François Mitterrand avait avec Israël. Ah oui, et alors, moi, Une des premières visites à l'Élysée, ça a été le responsable du kibbutz où Jean-Christophe Mitterrand partait en vacances. Enfin, avait travaillé, hein. Allait travailler, bah oui. Son père voulait lui apprendre le travail et le socialisme. Oui, et il avait des rapports privilégiés avec Shimon Peres également. Oui, tout à fait. Et le discours à la Knesset, c'était un grand discours. Et moi, je garde de ce discours, de ce voyage auquel je n'ai pas assisté, un souvenir. C'est un photographe américain qui m'avait donné une photo de François Mitterrand. C'est Diego Goldberg qui m'avait donné une photo. Et avant de quitter l'Élysée, c'est celle que j'ai demandé à François Mitterrand de me dédicacer. Alors, vous étiez intime de François Mitterrand. Vous aviez non, 8... pas intime. Mais quand même, on n'était pas intime avec François Mitterrand. C'est vrai. Que personne ne lui tapait sur le ventre. Ah non. C'est très clair. Ouais. Chacun savait garder les distances. De toute façon, il avait un regard qui imposait cette distance. Mais il y avait un regard quelquefois tendre, quelquefois amusé, quelquefois complice. Oui. Comment avez-vous appris Mazarine? Parce que c'était un secret qui n'était pas un secret, mais qui était un secret quand même. Comment avez-vous appris Comment je l'ai appris officiellement, si je puis dire? Non, oui. Mais vous n'étiez pas sûr non plus. Je savais... En fait, je savais rien, quoi. Mais un jour, c'est Stéphane Denis qui me... De Paris Match. Il était à Paris Match à l'époque, oui. Il me téléphone un jour, il me dit, voilà, il faut que je vous voie parce que j'ai quelque chose à faire passer à François Mitterrand. Il commence un peu à s'expliquer. J'ai dit, vous m'expliquez rien du tout. Hein, vous venez, on se voit lundi matin. Vous venez au Bristol, vous m'apportez une enveloppe et puis ce que vous voulez faire passer à François Mitterrand. Moi, je remets l'enveloppe fermée. Je ne veux rien savoir. Je remets l'enveloppe fermée et alors, bon, je suis allé voir François Mitterrand avec mon enveloppe et je lui dis, voilà, c'est Stéphane Denis qui m'a donné ça pour vous. Ben, il me dit, ouvrez. Alors, j'ouvre l'enveloppe et qu'est-ce que je trouve? Évidemment, les photos de Mazarine. Alors, avant qu'elle ne paraisse dans Match, bien sûr. Il m'a dit, elle est belle. Ben, j'ai dit, oui, elle est très belle. Et elle vous ressemble. Oui. Bon. Alors, et ça a été l'officialisation. Alors, elle me dit, mais qu'est-ce que... Alors, dit, Théron veut les publier. Je me dis, c'est un peu... À l'époque, Daniel était à l'hôpital, c'était la rentrée à l'ENS, tout ça, c'était un peu troublant. Il me dit, bah, écoutez, envoyez ça à Dumas, et puis il va s'en occuper. Et c'est Dumas c'est Roland Dumas qui a négocié... Après avoir parlé à François Mitterrand, a négocié que ce ne soit pas immédiatement. Que ça ne soit pas immédiatement et que Daniel... aille mieux, soit sorti de l'hôpital. Oui. Voilà. Mais il y avait... C'était toute l'humanité de François Mitterrand qui a toujours ménagé tous ceux qu'il aimait. Oui. Ça illustre bien, c'est ça? Je ne me trompe pas? Il a ménagé ceux qu'il aimait. ILS, et ceux qui l'aimait. Hein, voilà, c'était... 40 ans, le 10 mai 2021, de la victoire de la gauche. Oui. Je recommande à tout le monde, chère Paulette de Crène, de redécouvrir avant que nous fêtions, avant que la France célèbre cette victoire de mai 81 qui a été quand même
un des grands moments de la Ve République. Il y a eu 58, mais il y a eu 81. Secrétariat particulier, 27 ans aux côtés de François Mitterrand. Paulette de Crène, qui l'a accompagné 27 ans.